bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents avec nous. Avec Florence et moi, vous êtes nombreux, vous êtes déjà 234. Merci pour votre confiance. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, nous avions proposé avec Florence de faire un live dans lequel Florence allait répondre, entre autres, parce que c'est une ancienne DRH et une juriste de formation. Elle souhaitait répondre à toutes vos questions qui concernaient les droits des candidats. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres questions. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire des lives où chacun posera des questions sur n'importe quel sujet concernant soit la recherche d'emploi, soit le recrutement, soit tout simplement des sujets RH, et on essaiera d'y répondre. Sachant que dans ce live, il y a à la fois des candidats, il y a à la fois des recruteurs, il y a à la fois des managers, des dirigeants d'entreprise, et l'idée c'est qu'on puisse tous ensemble échanger durant cette expérience. Alors Florence, merci d'être là. Est-ce que tu as un petit mot à dire avant que l'on démarre? Est-ce que tu as réussi finalement à te connecter ou est-ce que ça a été compliqué? Tu es sur ton téléphone ou tu es sur ton ordi? Non, j'ai réussi à me connecter sur mon ordinateur. Bonjour à tous. Bonsoir Christelle. Et puis voilà, mais finalement pile à l'heure, c'est ça qui est important. Et je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Voilà, ils refusaient la connexion. Mais je suis bien contente d'être là et puis de répondre à toutes vos questions. Et par rapport aux questions, si elles sont juridiques, rappelez-vous, ça ne peut concerner que les questions françaises. Voilà, je peux répondre à aucune question juridique sur un droit autre que le droit français. Voilà. Merci Florence, tu as bien raison de le préciser. Alors, ce qu'on va faire pour essayer d'éviter tout ce temps qu'on a perdu la dernière fois avec les gens qui n'arrivaient pas à ouvrir leur micro, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je ferai monter peut-être 2 personnes sur scène et s'il y en a une qui n'arrive pas à ouvrir son micro, on fera parler l'autre et ainsi de suite. Alors, on va démarrer tout de suite. Donc, Étienne, je vous fais monter sur scène et Géraldine. Alors, j'espère que ça aura fonctionné. Je ne sais pas si vous êtes 2 ou 3 finalement. Bon, finalement, vous êtes 3. 3 est arrivé sur scène. Alors, ce que je propose, c'est qu'on laisse la parole à Géraldine. Géraldine, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et nous poser votre question? Donc, le micro, normalement, est en bas à droite. Je ne sais pas si vous le trouvez. Non, Géraldine, en faisant ça, eh bien, est sortie de scène. Donc, on redémarre. Étienne, est-ce que vous pouvez nous poser votre question ou c'est peut-être même pas une question que vous avez à nous dire? Ah non, c'est pas une question. Je suis président de Carrefour Emploi Armée Entreprise Collectivité. Nous sommes l'éditeur français des salons d'emploi. On en fait bien sûr maintenant tous les 2 mois, ça a redémarré. Et je découvre votre LinkedIn et donc je m'inscris pour écouter Eh et bien, apprendre. super. Alors, Étienne, donc là, vous êtes sur une expérience live audio LinkedIn qui est en bêta test dans tous les pays du monde. Et Oui, donc, les gens vont poser des questions, montent sur scène, posent des questions. Et si vous voulez ressortir, redescendre de scène, il faut que vous cliquiez sur votre tête. Et normalement, en cliquant, vous allez sortir de scène. Donc, je vous invite à le faire. Et si toutefois vous faites quitter et que vous quittez, il faudra revenir sur l'audio. d'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais donner la parole à Léo. Je vais faire monter sur scène plusieurs personnes et Amal. J'essaye de faire venir un homme et une femme à chaque fois. Alors, Amal, quelle est votre question? Amal, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Étienne, il faut que vous sortiez de scène. Vous êtes encore sur scène. Il faut que vous descendiez en cliquant sur votre tête. Amal, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Je vais monter quelqu'un. Je vais refaire monter quelqu'un d'autre. Bon, c'est pas évident, hein, Non, c'est les, ma les, pauvre. les joies. Alors, je vais faire monter Lévi. Heureusement, les auditeurs sont patients, j'ai l'impression. Bon, Ils sinon, sont tu vas nous gentils. raconter une petite histoire, Florence. Je vais être obligée, je cherche. Lévi, est-ce que vous avez une question? J'ai l'impression que Lévi n'arrive pas non plus à ouvrir son micro, décidément. Je prends quelqu'un d'autre. Oui, bonsoir Christelle, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend?
Oui, très bien. Alors, bonsoir depuis Beyrouth cette fois-ci, Christelle. Bon, rapidement, j'ai une question concernant un aspect juridique très important puisque nous vivons depuis maintenant presque 2 ans en télétravail. J'aurais bien aimé savoir quels étaient les droits des télétravailleurs, leurs devoirs aussi. Je pense que c'est un sujet qui va intéresser pas mal de monde. Voilà, je coupe le son. Merci Manuel, je laisse la parole à Florence. Oui, la question est un peu large, hein, en matière de télétravail. Si tu peux faire monter, Béatrice Bretonnier sur scène, qu'elle vienne m'aider, à répondre à la question, je vais essayer d'y répondre néanmoins. On a un code du travail qui est pas tellement fait, pour le télétravail. Ça, c'est, une première chose. Les entreprises ont mis en place le télétravail un peu comme elles pouvaient, de manière, très rapide l'année dernière, pas forcément dans les clous, parce que normalement, il faut des accords, ou un contrat de travail qui prévoit le télétravail. Donc, en matière de télétravail, je ne vais pas non plus, trop, fustiger les entreprises qui se sont, même si ça fait 2 ans, se sont pas complètement mises à la page, du télétravail. Ce qu'on peut dire au niveau des droits, des télétravailleurs et finalement des obligations et des droits aussi des entreprises, c'est que le télétravail, il est encadré comme le travail, je dirais, normal. Techniquement, on doit pouvoir avoir, pour ceux qui ont des horaires, garder les mêmes horaires de travail. Pour ceux qui n'en ont pas, respecter la législation horaire, je pense aux cadres, principalement pour si vous êtes cadre au forfait, par exemple, eh bien, vous devez avoir 11 heures de repos minimum consécutives entre la fin d'une journée et le début d'une autre journée. Voilà, on reste finalement dans un cadre qui est un cadre général. Le travail, ce qui va être très, très difficile, en fait, en télétravail, c'est qu'il y a une multitude de questions qui vont se poser sur, les conditions de travail. Techniquement, c'est l'employeur qui doit garantir les bonnes conditions de travail. On voit bien qu'en télétravail, c'est pas possible ou en tous les cas, c'est pas possible en l'état. Donc il y a une chose qui va être importante, et qui devrait quand même être mise en place dans toutes les entreprises, c'est qu'au niveau du télétravail, il doit y avoir une enquête au moins une fois par an avec toutes les personnes qui sont en télétravail. Voilà, ça c'est techniquement, ce qui doit être fait et on doit faire donc un point régulier sur les conditions de télétravail et j'ai envie de dire ce qui va peser sur, les entreprises, c'est de garantir il y a une obligation, hein, sur les entreprises qui est une obligation de santé et de sécurité au travail. Quand on parle de l'obligation de santé au travail, c'est une obligation déjà de résultat et on parle aussi de la santé mentale. Donc l'employeur, si jamais ça n'est pas encore fait, encore une fois, soyez indulgente, moi je suis une ancienne DRH, hein, soyez indulgents avec vos RH qui ont vécu quand même une période très, très difficile ces 2 dernières années. On doit garantir que, le collaborateur se trouve dans de bonnes conditions de travail et notamment pour sa santé mentale et on doit aller chercher à identifier s'il y a notamment des risques psychosociaux et nous, ce qu'on a appelé dans le livre les nouveaux risques psychosociaux, ou en tous les cas des risques psychosociaux amplifiés que sont par exemple la solitude et l'isolement. Voilà, je vois que Béatrice est sur scène, peut-être qu'elle aura quelque chose à ajouter. Merci Florence. À toi Béatrice. Merci d'être venue nous aider pour répondre à Manuel. Alors avec plaisir, hein, j'ai juste entendu mon nom, je me suis dit: «Ah mais elle m'a pas prévenue». Bon écoute, moi je dirais à peu près la même chose que toi Florence. Je pense que les droits, c'est en effet très compliqué, cette question, très globale en fait finalement. Les droits des gens en télétravail sont exactement les mêmes que les droits des gens au travail et la difficulté en effet, notamment en termes de respect, du code du travail, donc de respect des heures, de ce, droit à la déconnexion, hein, de ce devoir de déconnexion qu'ont les entreprises maintenant, et cette obligation de pouvoir le vérifier. Je pense que il y a encore enfin, la question, elle se pose parce qu'il y a encore, à mon avis, un vrai, flou, quelque chose qui ne s'est pas encore vraiment mis en place. Alors, moi, quand j'étais DRH chez Thales, on avait mis en place un accord de télétravail et c'était il y a 10 ans. Donc cette, on était, comment dire? J'ai eu un certain nombre de retours d'expérience de ce télétravail. Je pense que c'est très important que, alors d'abord oui, comme le disait Florence, que,
que vous soyez, si vous êtes, en télétravail et si vous avez un RH, que vous soyez indulgente avec, ces RH parce que, ils viennent de vivre, 2 années terribles, vraiment et puis si vous êtes en télétravail et que vous avez l'impression, par exemple, que, vous êtes, débordés, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, que vous n'arrivez pas à faire face, je pense que c'est très important que vous alliez, voir votre RH, que vous en parliez avec des collègues, que vous en parliez aussi, là je vais jusqu'au bout, hein, maintenant je suis plus DRH alors, j'en profite, mais que vous en parliez aussi avec les membres du CSSCT, donc avec, parce que la sécurité du travail, c'est l'employeur, c'est l'affaire de l'employeur et c'est aussi l'affaire, des représentants du personnel. Donc les droits, en fait, ils sont, moi, je sais pas si j'ai complété, de manière pertinente la réponse de Florence, parce que les droits, c'est les mêmes, en fait, c'est tout à fait les mêmes. C'est juste des ajustements à faire dans la relation qui ne doit pas être, totalement hybride, enfin, ne doit pas être totalement à distance, mais qui doit vraiment rester hybride. Voilà. Merci, merci beaucoup Béatrice. Emmanuel, est-ce que ça a répondu à Oui, vos questions? euh, merci beaucoup, mesdames. Alors, moi, je suis formateur indépendant, donc ce que je viens d'entendre, moi, je le vis, je suis en télétravail pour avoir été ancien militaire depuis longtemps, hein. Mais simplement pour vous dire, merci beaucoup pour la précision apportée. Et je pense que cette expérience vécue de télétravail va alimenter une certaine jurisprudence où aujourd'hui, on est dans une société devenue un peu plus défiante. Voilà, merci, mesdames. Je quitte la scène. Merci Emmanuel, merci Béatrice. Béatrice, tu voulais rajouter un petit mot avant de quitter la scène ou c'est bon pour toi? Non, pas du tout, je vais quitter la scène et je vais cliquer donc sur ma tête pour la quitter. Clique sur ta tête et tu as retourné sur l'audience. Je Dans, retourne sur l'audience. voilà, merci beaucoup. Alors, Léo, est-ce que cette fois le micro marche? Oui, vous m'entendez? Ah! Bien mieux. Quelle était votre question? Bonjour à tous, merci, pour ce live. Alors voilà ma question. Je n'ai, récemment pas été retenu, pour un c'est plus une question RH, et conseil en management. J'ai, récemment pas été retenu pour un unique entretien avec un jury de 3 personnes, pour une structure d'administration publique. Donc je suis pas trop habitué à ce domaine-là, hein, moi je suis plus du privé. Donc 48 heures en fait après qu'on m'ait communiqué un refus, suite à l'entretien, ils ont remis l'offre en ligne. Malgré les nouveaux candidats qu'ils ont reçus, ils n'ont pas trouvé cette compétence parce qu'ils l'ont pas en interne et ils l'auront qu'en externe. Le problème, c'est que les candidats externes se bousculent pas au portillon parce qu'en fait, c'est un CDD sur 6 ans renouvelable avant d'être titularisés. Donc là, ils vont reperdre 1 mois et demi en fait dans leur processus de recrutement. Pour ma part, bien évidemment, moi, je suis convaincu d'être le bon candidat. J'ai raté l'entretien, en fait, sur pas grand-chose, su parce que j'ai une attitude un petit peu trop assurée. J'ai été plus dans le moule du secteur privé. Ils ont pas pu cerner qui j'étais réellement. Donc j'ai repostulé en ligne à leur nouvelle offre et je leur ai envoyé un email en parallèle pour les remercier de leurs conseils et les informer que j'avais postulé à nouveau à leur offre et que je restais à leur disposition pour une nouvelle rencontre s'ils le désiraient. Donc en fait, je me demandais si je suis pas retenu pour un nouvel entretien et qu'ils ne trouvent toujours pas de candidat et qu'ils remettent en ligne, une 3e fois l'offre, est-ce que je dois laisser définitivement tomber et passer à autre chose? Ou bien les relancer par email? Et si oui, comment le faire sans être trop lourd ou insistant pour proposer de nous revoir? Car je suis la personne, moi, je pense qu'il leur faut, en fait, sans vouloir avoir un ego trop démesuré. C'est ce que je pense. Voilà. Merci. Alors, Léo, moi, ce que je peux vous dire et je laisserai la parole à Florence ensuite, je dirais que vous avez, entre guillemets, «tous les droits». Si vous êtes motivé et que vous pensez que le job est fait pour vous, vous pouvez le retenter. On a le droit de s'être trompé, de pas avoir été bon en entretien. C'est pas parce qu'on est mauvais en entretien qu'on n'est pas un bon professionnel. Donc, je pense que, enfin, si vraiment ce job vous fait envie et si en effet il semble ne pas avoir trouvé la bonne personne, vous avez intérêt à repostuler et à leur dire. Vous pouvez très bien leur dire, «Je n'ai pas été, à la hauteur de ce que j'espérais ou de ce que je peux vous pouvez montrer, durant l'entretien, mais je pense que je suis la bonne personne pour telle et telle raison et je vois que vous avez republié l'offre». Néanmoins, je vous invite, je vous mets juste en garde parce que ça m'arrive assez souvent. Il y a des candidats qui me disent: «Oui, je suis dégoûté, j'ai pas été pris» et puis je vois l'offre de nouveau 1 semaine après, 15 jours après, 3 semaines après. Alors, parfois et on verra ce que dit
dit Florence par rapport à ça, il y a des entreprises qui occupent des espaces, si vous voulez, dans des job boards, etc. Et du coup, leur offre, elle est prévue leur annonce est prévue pour 5 ou 6 semaines et ils ne vont pas obligatoirement penser à la déconnecter, même s'ils ont trouvé un bon candidat. Il y a aussi des entreprises, et ça peut, alors j'accuse personne, hein, parce que ça peut être aussi l'administration, mais qui mettent en permanence des offres, même s'ils ne trouvent pas de candidats ou même s'ils en trouvent, ils continuent à mettre des offres pour faire parler d'eux, faire parler d'elles ou tout simplement parce qu'il y a une erreur dans un processus interne. Donc je pense que il faut décorréler le fait qu'il y ait encore des annonces existantes et le fait ils ont peut-être ou pas trouvé. Vous voyez, c'est 2 choses qui pour moi sont séparées. Mais par contre, si ça vous fait envie et que vous pensez que vous êtes la bonne personne, mais que vous n'avez pas montré tout ce que vous étiez capable de faire et que vous êtes planté en entretien, parce que ça arrive, bah, moi je dirais, repostuler, hein. Florence, tu dirais quoi toi? Ah, j'ai l'impression. Florence, tu nous entends? Est-ce que tout le monde m'entend sinon? Est-ce que vous pouvez lever les mains si vous m'entendez? Oui. Oui, tout le monde m'entend. Par contre, Florence, on t'entend pas. Est-ce que tu peux réessayer? Ton micro semble être coupé, mais apparemment, on t'entend pas. Il faut peut-être à ce moment-là, il faut peut-être que tu quittes la scène et que tu reviennes. Je pense que tu as un problème de micro. Léo, est-ce Merci. que, j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup, Christelle. Alors je vais réinviter, Florence, voir si elle avait quelque chose à rajouter. Dès qu'elle se représentera. Oui, donc il faut faire attention à ça, hein, aux offres d'emploi qu'on voit, parce que ça, c'est vraiment une souffrance, hein, chez les chercheurs d'emploi qui disent: «Je comprends pas, ils m'ont pas pris, j'étais la bonne personne» et ils continuent à chercher. Alors, je refais monter Florence sur scène. Ouais, Décidément, c'est le 6e live, mais on aura eu plein de soucis. ouais. Florence, c'est bon cette fois? Bah, je sais pas, tu m'entends? Tu C'est m'entends ou Oui, pas? Non, tu oui, on m'entends pas. t'entend. On t'entend Catastrophe. Florence. Si, si, c'est bon, on t'entend. Si, c'est bon, on m'entend? C'est bon. D'accord. OK, super. Bon, alors je reprends, bah, pardon, hein, pourtant j'avais rien fait, mais bon, comme quoi il peut y avoir des bugs. Léo, oui, ce que je vous disais, c'est que forcément vous allez avoir, moins de chance. En général, les entreprises donnent, une chance, aux candidats. On peut voilà, ça peut se critiquer, bon, c'est comme ça. On a vu un candidat, parfois, on ne sait pas pourquoi on n'est pas pris. Ça aussi, ça peut se critiquer et le fait d'insister, vous allez peut-être renforcer, au contraire, la position des personnes, qui vous ont vu en entretien. Bon, ça, c'est à prendre en considération. Maintenant, ça j'ai envie de dire, ça dépend un peu aussi de votre caractère et de ce que vous êtes prêt à risquer. Si vous êtes prêt à risquer et à essuyer un refus, un nouveau refus parce que vous avez vraiment envie d'aller au bout et que vous vous dites que, vous êtes vraiment la bonne personne, bah, retentez-le. Moi, je sais que je fais partie des gens, franchement, moi, en tant qu'RH, ça pourrait m'agacer. Mais je pourrais aussi, même si ça m'agace, vous recevoir à nouveau. C'est-à-dire, de me dire: «Bon, alors je vais vous dire pourquoi ça pourrait m'agacer, c'est parce que c'est très désagréable de dire non à un candidat. Ça, les chercheurs d'emploi s'en rendent pas toujours, compte et ont l'impression que, pour nous les recruteurs ou les RH, c'est facile de dire non, mais non, c'est très désagréable de dire non et c'est encore plus désagréable de devoir dire non 2 fois de suite à la même personne. Donc c'est pour ça que moi, humainement, personnellement, ça pourrait m'agacer, mais je serais, aussi capable de me dire: «Bon, peut-être qu'effectivement, il a le droit à une deuxième chance». Voilà, c'est quelque chose que je serais capable de faire et je suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Donc soyez habiles, demandez-le avec, gentillesse, essayez de pas les culpabiliser, et puis, si vous êtes prêt à essuyer un autre refus, ben, moi je dirais allez-y, ouais. Voilà. Et Florence, une petite, question. Selon toi, quel serait le meilleur moyen justement de présenter une requête, tu vois? C'est-à-dire de revenir une deuxième fois. Est-ce que toi, tu pourrais l'entendre, quelqu'un qui dit, «J'ai pas été au mieux de mes capacités durant l'entretien et j'ai pas été bon, mais je pense que je suis bon pour le poste». Tu pourrais l'entendre ça, toi? Bah, non, mais complètement, déjà parce que moi j'ai jamais recruté des candidats, je recrute que des compétences. Donc ça peut être une phrase d'accroche, hein. «Je suis un mauvais candidat, ah mais je suis un très bon collaborateur, j'aimerais pouvoir vous en reparler».
je me rends compte que j'ai été, voilà, que j'ai pas donné le meilleur de moi-même en entretien. On peut dire que je me suis sentie déstabilisée aussi de vous voir à trois. Alors, faut toujours parler au jeu. Hein, il ne faut pas dire vous étiez trois, alors ça m'a déstabilisée. C'est je me suis sentie déstabilisée. Peut-être que c'est parce que vous étiez trois. Et j'ai plutôt l'habitude d'être dans des entretiens en one-to-one et du coup, j'ai pas bien forcément réagi. Là, je me sens plus prêt à vous répondre, y compris si vous êtes à nouveau trois. Mais bien sûr, évidemment, ça s'entend. Et voyez dans Léo et puis pour tous ceux qui nous écoutent, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est, prendre sa part d'erreur. C'est-à-dire que Léo, si vous retentez une deuxième fois, prenez votre part d'erreur. Ne N'y allez pas en attaquant en fait, les personnes, en face, mais vous prenez votre part d'erreur et on a tous droit à l'erreur. Et j'aime beaucoup, ce que dit Florence sur, «J'ai peut-être été un mauvais candidat, mais je suis un bon expert et je suis un expert dans mon métier». Voilà, allez-y. Et moi, ce que je rajouterais par rapport à Florence qui vous disait, accepter de recevoir un deuxième non, mais surtout, il ne faut pas que ce soit votre piste unique. C'est-à-dire que même si ça vous a fait rêver, même si vous vous sentiez prêt pour le job, il y a eu quand même un 1er non. Recherchez absolument en parallèle. Ne vous fixez pas là-dessus parce que si un deuxième non arrive, ce sera d'autant plus douloureux si vous n'avez pas d'autres pistes. Merci beaucoup à toutes les 2. Merci Léo. Merci Léo. Alors, je vous invite à descendre. Emmanuel, je vous ai fait monter sur scène. Est-ce que vous réussissez à ouvrir votre micro? Je vais faire monter quelqu'un en même temps. Oui, Oui. super. Alors, dites-nous quelle est votre question? Alors, déjà, merci pour ce live, hein, c'est super comme principe, j'aime beaucoup. J'aurais une question concernant l'entretien d'embauche. En fait, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour aborder le sujet du handicap et des aménagements de poste sans effrayer le recruteur. Alors, je ne sais pas si Florence veut parler avant moi. Bon, sinon, je me C'est lance. comme tu veux. Moi, sinon, Oh, bah, sinon j'y vas-y, vais. Flo, Y a pas de vas-y, souci, avec vas-y. plaisir. Je coupe mon Bonjour micro, je te laisse la Emmanuel. Bon, parole. on a l'occasion de se croiser sur LinkedIn. Je suis ravie de vous entendre. Alors, le sujet du handicap. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous en parlez directement vous le mettez directement sur votre CV. Et on sait que certaines entreprises peuvent être intéressées éventuellement pour intégrer des personnes qui ont une reconnaissance RQTH parce que ça leur fait baisser, c'est moche, mais c'est comme ça, c'est la vérité, ça fait baisser la contribution. Donc ça, c'est une première chose. Si vous le faites dans le CV, je serais assez d'avis de le mettre aussi soit dans la lettre de motivation, soit dans le mail d'accompagnement du CV, en expliquant très brièvement quel est votre handicap, sa nature, ou en tous les cas, ce dont vous avez besoin au quotidien pour travailler. Et puis ensuite, moi, je serais assez d'avis d'en parler très naturellement. Le handicap, en fait, Emmanuel, vous le savez peut-être pas, mais moi je vous le dis, on est tous handicapés. On a tous un handicap à un moment donné, que ce soit parce qu'on est timide. Alors évidemment, par rapport aux gens qui ont un gros handicap, ce que je dis peut paraître horrible, mais néanmoins, dans le travail, ce que je veux dire, c'est que dans le travail, on a tous besoin d'adaptation et du groupe et du collectif. Donc, à un moment donné, dire, eh ben, moi, j'ai besoin de ça, voilà, par rapport au handicap ou à la pathologie que j'ai, parce que parfois ce sont des maladies, eh bien, j'ai envie de dire que ce serait pas plus, ça ne devrait pas être plus mal perçu que de dire, ah bah, j'espère qu'on va m'inviter à déjeuner le 1er juin. C'est normal, quand on intègre une équipe, de se dire que bah, l'autre, il va prendre en considération aussi qui on est. Donc, pendant un entretien, on va dire tout ce qu'on peut apporter à une entreprise et puis on a le droit de dire tout ce dont on a besoin aussi. Si, et là, c'est la RH qui vous parle d'un point de vue pratique, si vous savez que vous avez besoin d'un aménagement, par exemple, du poste de travail, c'est bien, alors c'est moche, hein, ce que je vous dis, mais bon, je vous le dis, c'est bien quand même de le faire. Si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec la MDPH, que vous savez qu'il y a des prises en charge possibles, si vous vous montrez proactive, en fait, par rapport à l'aménagement de votre poste de travail, c'est bien parce que ça montre quelque part que vous êtes déjà en train de travailler avec la RH. Moi, je sais qu'en tant qu'RH, évidemment, j'ai fait des aménagements de poste de travail, mais parfois, on se retrouve aussi, on est sur des handicaps qu'on ne connaît pas et on se retrouve avec des questions qu'on n'a jamais traitées. Donc, si on a un collaborateur ou même un candidat qui se montre, je dirais, déjà être très bien informé, bah, pour nous, c'est rassurant en tant que personne.
Voilà, alors je ne sais pas si ce que je vous dis peut vous aider, Emmanuel. Si, si, tout à fait, merci. Alors, je ne Alors, sais pas si vous voulez en dire davantage aussi Alors, sur, je le cache pas, de toute façon, même sur LinkedIn, je l'affiche, je suis autiste Asperger, donc voilà. Ah, alors ça, donc ça, c'est très, très bien d'être capable d'expliquer. Vous avez donc des besoins en communication. Sauf si je me trompe, hein, Emmanuel, vous me dites. En fait, mon besoin, c'est surtout d'avoir un poste en télétravail parce que je supporte très mal les transports en commun. Ah oui. Sinon, j'ai pas de besoin particulier en fait. Je suis assez caméléon, donc D'accord. Donc en fait, c'est plus l'exposition finalement au transport. Si vous aviez un poste tout à côté de chez vous, ça pourrait être envisageable de travailler en collectivité ou c'est difficile aussi également? Si l'environnement est calme, s'il y a pas trop de bruit, d'odeur ou de lumière un petit peu trop forte, oui, Ah c'est bon. voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, OK. Donc effectivement, c'est plus tout ce qui va toucher la sensibilité et puis, je crois que honnêtement, l'autisme est un handicap qui commence, vraiment à être, connu et reconnu, par les recruteurs. Ce que vous pouvez faire au moment où vous envoyez votre candidature, moi j'ai vu de très jolies, vidéos sur ce handicap qui expliquent en fait ce que c'est. Et en fait, ça permet à l'autre de comprendre en fait ce qu'est, votre forme de handicap. Et puis, vous pouvez le mettre, très clairement: voilà, j'ai trop de difficultés moi dans les transports, il faut que je sois chez moi, mais pour tout le reste, je sais être une collaboratrice, formidable. La problématique en fait du handicap, moi je le sais, hein, j'ai une fille sourde, hein, donc quand je suis, tombée dans la surdité, ça a été, il a fallu apprendre en fait. Et la difficulté du handicap, c'est qu'on ne le connaît pas. Donc si vous tombez sur un recruteur ou un manager qui ne le connaît pas, eh bien, c'est moche à dire, mais la vérité, c'est que ça peut faire peur. Donc si vous mettez par exemple une vidéo, moi je trouve ça très bien. Voilà, par exemple. Je sais pas merci Christelle ce Florence. que tu en penses? Alors, j'aimerais bien donner la parole à Benoît, que j'ai fait monter sur scène, qui est référent handicap, inclusion, diversité. Et si Parfait. Benoît, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Merci infiniment, Florence. Je pense que tes conseils étaient précieux. Ah, je pense que Benoît a dû cliquer sur sa propre tête et il a dû quitter la scène. Mais effectivement, Alors, je vais. Benoît est le bon interlocuteur puisque c'est son métier et c'est sa spécialité, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Benoît, il ne faut pas cliquer sur votre tête. Normalement, vous avez un micro, le micro rouge en bas, sauf si vous êtes sur un téléphone portable ou si vous n'avez pas votre micro, activer l'option micro, c'est possible que. Ah, c'est Oui, bon. vous m'entendez? On vous entend, Benoît. On vous laisse Super. répondre à Emmanuel. Emmanuel, bon, on avait déjà échangé avec Emmanuel sur le sujet et j'adore ce que Florence a dit par rapport à la situation de handicap. Effectivement, vers le recruteur, ce qui est super important, c'est non pas d'apporter des problèmes, mais des solutions. Et Florence l'a très bien évoqué. Alors, ça peut être par l'apport de vidéos, c'est effectivement le cas, mais face à un recruteur qui est en méconnaissance la plupart du temps sur le sujet, c'est de lui expliquer juste la déficience et de lui expliquer surtout qu'elle est compensée ou non. Et quand elle n'est pas compensée, que vous avez les solutions surtout. De cette façon-là, lui peut reprendre aussi confiance et réassurance par rapport à sa situation. Et c'est à partir de là, face à votre authenticité, qu'il va pouvoir commencer à échanger avec vous sur des sujets plus précis et qui vous correspondent, sur la prise de poste et sur comment le poste va se faire. Mmh. L'autre sujet, et avant même d'aborder le handicap, c'est d'abord vos compétences. Et c'est vos compétences qui vont séduire. C'est vos compétences que vous allez démontrer dans un premier temps. Le handicap va devenir du coup un élément d'ajustement, oui, mais pour autant pas déterminant. Dès lors que la personne en face de vous a suffisamment confiance sur ce que vous êtes capable de produire, les solutions, elles se trouvent. Et surtout, si vous les apportez. Donc, c'était juste le message que je voulais faire passer. D'accord. Merci. Merci.
Merci Benoît pour ce précieux message. Et Emmanuel, je vais vraiment dans le sens de Florence et de Benoît. Vous pouvez tout dire en entretien, mais je conseille vraiment moi aussi d'être plutôt, vous savez, dans la notion de offre de service. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Plus vous allez réussir à donner envie au recruteur par rapport à ce que vous pouvez lui apporter, et vous, votre palette en termes de communication est très riche, ce que vous faites, ça peut être vraiment très précieux pour une entreprise. Plus après, il sera facile de parler du handicap. Moi, ce que je vois parfois, les erreurs qui sont commises en entretien par les candidats, c'est de vouloir l'aborder tout de suite. Et quand on aborde ce qui peut être considéré comme un frein, tant que c'est pas expliqué, bien entendu, quand on aborde les freins au début, c'est plus compliqué pour créer une relation de partenariat avec le recruteur. Donc c'est pour ça que je rejoins vraiment Benoît sur l'importance d'apporter, déjà de mettre en avant votre offre de service et surtout les solutions ensuite par rapport à votre handicap. D'accord. Ok. Mais en tout cas, bravo d'être monté sur scène. Et puis Ouais. si je devais rajouter un conseil, c'est communiquer sur LinkedIn parce que c'est méconnu, notamment l'autisme, etc. C'est vraiment méconnu et je pense que plus on en parle, plus les recruteurs vont voir aussi à quel point c'est intéressant, à quel point on peut tous s'enrichir de nos différences. Et moi, je suis très heureuse de voir que de plus en plus de personnes communiquent sur ces sujets. Donc moi, si ça pouvait être mon conseil, c'est vraiment communiquer. En plus, c'est votre métier. Communiquer parce que je pense que vous êtes la plus belle personne et la meilleure personne pour nous en parler. Bah, c'est gentil, merci. Je confirme. Voilà. Merci Benoît, merci Emmanuel, merci Florence. Je vous invite à cliquer sur votre tête et à retourner dans l'audience. Et je vais donner la parole. Alors, Sandrine, je crois, n'avait pas réussi la dernière fois, donc on va réessayer. Je vais faire monter aussi, allez, on va faire monter 2 dames sur scène. Sandrine, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Je pense que la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Et j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Donc, Denise, est-ce que vous arrivez à ouvrir le vôtre? Normalement, il se trouve en bas à droite. Et je conseille plutôt d'être sur des ordinateurs que sur des téléphones. Alors, on va essayer de faire venir quelqu'un d'autre sur scène, le temps que vous essayez de trouver. Alors, on va faire monter un jeune qui cherche une alternance. Alors, Kenan, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Je vois que vous cherchez une alternance en communication à Roanne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Alors, quelle était votre question, Kenan? Du coup, en fait, vous avez parlé du handicap. Moi, je suis atteint d'un handicap moteur et je voulais savoir comment l'aborder dans un CV, dans une lettre de motivation. J'ai jamais, de la seconde à la terminale. Je suis en bac professionnel gestion administration. Je ne l'ai jamais abordé, cet handicap. J'y allais tout simplement lors de mes entretiens et ils me voyaient en situation de handicap et du coup, ça passait. Donc, je voulais savoir comment l'aborder en fait, comment l'expliquer que ça offense pas le recruteur. Euh, non, offenser, j'espère que non, j'espère que c'est pas le bon mot. Kenan, je voulais vous demander quel est votre handicap quand vous dites. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en fauteuil roulant? Est-ce que vous avez des cannes quand vous dites que la personne le voit? Est-ce que c'est un handicap qui nécessite des aménagements de travail, de poste de travail? Oui, ça nécessite un aménagement et c'est un handicap moteur, une myopathie. Myopathie. D'accord. Et vous avez bien une RQTH? Non, c'est en cours. C'est pour ça que c'est pour ça que j'ai envoyé mon dossier parce que ça va m'accorder des droits, ce qu'on m'a dit. Donc, c'est en cours pour l'année prochaine pour mon alternance en communication.
D'accord. Alors, ce que vous pouvez faire, Kenan, c'est que même si c'est en cours, vous pouvez le notifier sur un CV. Vous pouvez le mettre, hein, en cours d'obtention, d'une RQTH. Déjà Mmh. ça, vous pouvez le mettre sur votre CV. Parce qu'en fait, il y a 2 options. Soit vous décidez, d'y aller, de vous présenter et la personne découvre en vous voyant arriver que vous avez un handicap, soit, vous le notifiez avant. Alors pour des personnes qui sont à mobilité réduite, on conseille de le notifier avant. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver dans des galères parce que ça va être difficile d'accéder au bureau, parce que voilà, vous arrivez et vous êtes déjà fragilisé. Alors que si vous le notifiez sur votre CV, la personne vous reçoit et sait que pour pouvoir vous recevoir, il y a peut-être déjà un aménagement à prévoir. Et elle voit le professionnel que vous êtes et il n'y a pas cette surprise par rapport à votre handicap. Donc c'est vrai que par rapport à ce genre ce type de frein à la mobilité, on conseille de le faire figurer sur le CV. Mais après, c'est un peu vous comme vous le voyez. Et puis sinon, je dirais, Hem, mettez-le de côté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça figure sur votre CV et que la personne vous reçoit, comme le disait Florence, elle reçoit le professionnel que vous êtes et si vous postulez pour une alternance et que vous avez un entretien, beh, c'est que vous êtes la bonne personne pour cette alternance. Donc à ce moment-là, il faut mettre aussi le paquet sur tout ce que vous avez à offrir. Ça, c'est la première chose et ensuite, il faut par contre bien, travailler sur les points qui sont importants pour vous et notamment, l'adaptation du poste de travail. Mais il faut pas que ce soit une honte. Maintenant, on est dans un monde où, on vit avec son handicap. C'est une différence qui va faire aussi votre force parce que ça va être votre force également. Vous avez ce handicap-là, mais vous avez développé d'autres forces et d'autres compétences et c'est vraiment ce qu'il va falloir mettre en avant. De plus en plus d'entreprises sont ouvertes par rapport à ça. Je vais laisser la parole à Florence parce que c'est aussi son domaine d'expertise. Florence, qu'est-ce que tu rajouterais? Bah, j'ajouterais que, avec un handicap moteur, tu peux avoir besoin de locaux qui sont adaptés et que ça peut quand même valoir le coup, de vérifier, auprès de la personne qui te reçoit, il y a une accessibilité qui est possible. Parce que se retrouver, en entretien avec, une salle, de réunion qui est inaccessible, un ascenseur qui marche pas, j'en sais rien. Bon, ça peut être quand même, assez pénible, je dirais, à vivre au moment de l'entretien. Et bon, ça, après, Kenan, c'est à vous de voir laquelle des deux solutions vous préférez. Moi, ce que je dis aussi beaucoup, je préviens, alors moi, ma fille est en troisième, je dis n'importe quoi, mais je préviens évidemment tous les profs chaque année qu'elle est sourde hein, et qu'elle a ses appareils. Et alors souvent, ça génère un trouble chez l'autre, hein, je me rends parfaitement compte, et je dis, mais vous inquiétez pas, vous venez de l'apprendre, mais elle, ça fait longtemps qu'elle est sourde, hein. Tout va bien. Elle s'en sort merveilleusement bien. Et je crois que si vous décidez d'en discuter préalablement à l'entretien, ça peut être, et si vous aimez l'humour, voilà, si vous vous en sentez capable, si pour vous c'est OK, bah, vous pouvez dire: «Non mais vous inquiétez pas, je vois que ça va vous générer quelque chose, mais moi tout va bien, dites-moi juste s'il y a un ascenseur et tout ça et puis les choses iront bien». Voilà, ça peut être aussi une technique d'approche. Kinan, est-ce qu'on a bien répondu à vos questions? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Et j'ai une question et après je laisserai les personnes, monter. Est-ce que, c'est une obligation d'aménager, les locaux, des entreprises? Parce que moi, je me fige surtout les grandes entreprises et non les petites, entreprises, parce que, j'ai une crainte qu'ils n'ont pas des locaux accessibles, des toilettes accessibles. C'est juste une question, est-ce que c'est une obligation que les petites entreprises ont des locaux accessibles? Florence, je te laisse parler. Alors, il me semble qu'à partir du moment où on reçoit du public, on a effectivement une obligation, de mise aux normes, sans certitude et puis alors pour tout vous dire, je me rappelle pas des seuils. Moi, je vous dis ça et en même temps, je suis en train de repenser, il y a certaines entreprises où il n'y avait pas, d'aménagement. Je suis pas sûre. Kenan, vous savez ce que je fais? Je prends la question et puis, je vous ferai un message en particulier, puis je le dirai la prochaine fois aux auditeurs.
Pas de souci. Merci, Merci. merci Florence. Alors Kenan, moi ce que j'ai vu des petites entreprises aménagées spécifiquement pour recevoir un alternant. Je pense à une alternante qui est sur LinkedIn et l'entreprise a aménagé une rampe, a aménagé un bureau, etc. pour recevoir son alternante et c'était une petite boîte. Donc ne vous fermez pas la porte des petites entreprises. Vous savez, il y a des petites entreprises qui ont vraiment des politiques qui veulent aller vers l'inclusion. On parle beaucoup aussi, vous savez, des notions de marque employeur. C'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Florence. La marque employeur, ça va être le sujet 2022. Et dans les notions de marque employeur, il y a l'ouverture, vraiment l'ouverture aux autres, aux différences, au handicap. Et ça peut être de très jolis gestes aussi faits par les entreprises de se dire ce jeune a de la valeur, nous on le veut dans notre équipe, et ben on va faire en sorte de lui faciliter le chemin pour arriver jusqu'à nous. Donc ne vous fermez surtout aucune porte. Moi, j'ai une petite question, Kénan. Quand est-ce que vous devez démarrer votre alternance? C'est pour l'année prochaine, en septembre 2022. D'accord, donc on a un peu le temps. Je vous invite vraiment, quand, vous serez en recherche, je vous invite à publier, vraiment à faire un post, une publication dans lequel vous vous mettez en avant votre offre de service, vous faites une vidéo, pourquoi pas, enfin ce que vous voulez et surtout identifiez-nous avec Florence et on viendra vous donner de la visibilité et on vous aidera. LinkedIn, c'est un très, très joli réseau pour ça, il y a une grande solidarité et on a envie d'aider les jeunes à rentrer facilement dans le monde du travail. Donc, revenez surtout, tournez-vous pardon, vers nous quand vous en aurez besoin. Avec plaisir. Merci et c'est déjà fait. Super, Donc ben merci beaucoup Kénan. Merci, Kenan. Je vous merci. invite à cliquer sur votre tête. Oui. Je vois que, alors attendez, j'avais justement concernant, je vois que Benoît avait redemandé la parole. Alors comme ça concernait le handicap, c'était peut-être pour répondre à Kénan. Benoît, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, la loi de 2005 a engagé l'accueil du public, l'obligation effectivement d'adaptation des locaux pour l'accueil du public. C'est pas une obligation, directe pour l'entreprise, ça le devient dès lors que ça met en difficulté la sécurité de la personne. Ça, c'est sur la partie légale. Comme je l'exprime souvent, au niveau des entreprises, il ne s'agit pas de répondre à et d'ailleurs, Christelle, vous avez fait une très, très belle réponse dans le domaine, qu'à la partie légale. La partie légale, elle est, par essence obligatoire. Pour autant, pour travailler, le sujet de manière cohérente sur la base des valeurs de l'entreprise et le fait de parler justement des petites structures qui peuvent mettre, en œuvre justement les adaptations de postes. Il faut savoir que les, petites entreprises peuvent s'adresser, comme les grandes, tout dépend si elles sont sous accord ou pas, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peuvent, demander à la GFIP le cofinancement des adaptations nécessaires. Et effectivement, ça va être, comme on l'évoquait tout à l'heure par rapport à un entretien, Heu, c'est avant tout les compétences qui vont attirer l'entreprise. Donc c'est d'abord, Conan, sur ce champ-là qu'il faut investir. Heu, Prémunir effectivement la surprise par rapport à un entretien, si effectivement il y a un besoin d'adaptation réelle. Parce que si vous vous pointez à l'entretien et qu'il y a un escalier et que, vous ne pouvez pas le franchir, ça va déjà poser un problème. Donc déjà, préparer le terrain à ce niveau-là. Heu, Votre CV, si vous êtes convoqué, a déjà été validé, et on va juste chercher à préciser si vous êtes, à même de répondre, plus particulièrement, aux attentes de l'entreprise. Pour autant, et là je rejoins et le témoignage de Florence et celui de Christelle, si, l'entreprise n'est pas prévenue, et ça je l'ai vécu souvent, on va se retrouver dans une situation où vous allez être en difficulté, où l'entreprise va être aussi en difficulté, il faut pas l'oublier, parce qu'elle va se dire: «Mais comment je fais? Je suis pas préparé» et ainsi de suite. Donc évitez au maximum la surprise, préparez le terrain. Elles auront de toute façon, si elles sont convaincues sur vos compétences, la capacité de faire appel à des fonds nécessaires pour l'adaptation du poste. Pas intégralement, mais au moins en grande partie.
Et ça va contribuer, et ça j'en parle régulièrement au niveau de mes clients, à cette marque employeur que vous défendez, Florence et Christelle, dans votre ouvrage. C'est effectivement un axe fort, et le handicap est un aspect des plus pragmatiques pour pouvoir mettre en valeur justement la politique générale de l'entreprise, pas simplement c'est la politique du handicap. Donc, bah, voilà, je voulais juste intervenir par rapport à ça parce qu'il n'y a aucune obligation au fond, légalement pour que l'entreprise, adapte les postes, sauf à ce qu'elle embauche la personne, et donc dans ce cas-là, elle doit mettre tout en œuvre pour la sécurité de son salarié. Merci beaucoup Benoît pour ces précieuses informations et je vous invite, à cliquer sur votre tête de nouveau. Alors j'ai fait monter sur scène Jules Roméo. Alors c'est un peu on fait un peu monter des jeunes, mais en même temps, les jeunes arrivent sur LinkedIn, il faut qu'on les aide, nous les seniors, à rentrer dans la vie active. Jules Roméo, je crois que vous recherchez aussi un stage en contrôle de gestion. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro et quelle était votre question? Alors, déjà, bonjour à tous. Effectivement, je suis à la recherche d'un stage en côté contrôle et gestion. Et là, je voudrais d'abord vous remercier pour ce live parce que j'apprends beaucoup. Et j'aurais deux questions à vous poser. Voilà, la première question, c'est de savoir ce qu'il faut mettre en avant quand on est étudiant et qu'on a très peu ou pas d'expérience. Et la seconde, c'est qu'est-ce que vous attendez en tant que RH du candidat dans la partie profil de son CV. Voilà. Jules, est-ce que vous pouvez nous dire, à quel endroit vous recherchez votre stage? C'est en région J'ai parisienne, pas c'est compris, ça? s'il vous plaît. Excusez-moi Jules Roméo, à quel endroit est-ce que vous recherchez votre stage? Ici en France, à Paris. À Oui. Paris ou est-ce que c'est sur OK. Alors, je vais répondre à la première question et toi à la deuxième, Florence? Oui, très bien. Alors, ce que quand alors, déjà, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, ce que je vous conseille, sur votre CV, c'est de mettre, en avant tout ce qui va être lié à, déjà vos études, bien entendu, votre formation. Je vous invite à mettre en avant, par exemple, vous cherchez un stage en contrôle de gestion. Ce qu'on doit voir dans tout votre CV, c'est tout ce qui est lié au contrôle de gestion, même si vous n'avez pas d'expérience. Donc déjà, mettre votre formation plutôt en premier avec, les modules que vous suivez en contrôle de gestion et cetera, de façon à ce que les mots clés soient déjà dans votre CV. Ensuite, par rapport à votre stage, il faut que ça figure vraiment bien dans l'intitulé. C'est-à-dire, autant d'habitude, on va dire, il faut qu'il y ait un intitulé de poste, par exemple contrôleur de gestion, autant vous, c'est un stage que vous recherchez. Donc si vous recherchez un stage, il faut qu'on ait la durée du stage, le lieu, la fréquence, à partir de quand ça commence, à partir de quand ça finit. Donc ça, c'est essentiel au niveau du titre. Moi, je démarrerai par la formation et les différents modules que vous suivez et je mettrai quand même en avant tout ce qui va être vos petites expériences professionnelles qui peut-être ne vous semblent pas avoir de rapport avec ce que vous faites à l'heure actuelle, mais qui ont un rapport. Si vous êtes en contact avec la clientèle, si vous avez fait un job d'été et puis qu'il y avait de l'administratif. En fait, ce qu'il faut essayer de trouver, c'est le fil rouge dans votre vie qui a un rapport avec la formation que vous suivez à l'heure actuelle. Et il y a toujours un fil rouge. Alors c'est peut-être dans vos centres d'intérêt, vous faites peut-être partie d'une association, c'est dans les jobs alimentaires ou les jobs d'été que vous avez fait, mais il y a toujours un lien normalement. Il faut aller le chercher, mais il y a toujours un lien qui mène au métier de contrôleur de gestion et surtout à votre formation de contrôleur de gestion. Donc ça, c'est la première chose. Et puis surtout, dites-vous qu'il est normal de ne pas avoir d'expérience et ça, c'est le conseil pour si vous avez des entretiens. Si suite à l'envoi de votre CV, vous avez un entretien, ne partez pas en vous disant: «Je n'ai pas d'expérience, je ne vais pas être pris». Si le recruteur vous convie à un entretien, c'est qu'il estime que vous êtes la bonne personne. Donc à ce moment-là, il faut lui montrer que vous êtes la bonne personne. Et donc pour le deuxième point, je vais laisser la parole à Florence en coupant mon micro. Alors, merci de me donner la main pour le deuxième point, mais j'ai l'impression que tu l'as traité ou alors j'ai pas compris. Jules Roméo, vous pouvez me redire quel était votre deuxième point, s'il vous plaît? D'accord. Alors, la seconde question était de savoir ce que vous attendez, vous, en tant que RH,
du candidat dans la Ah, partie profil non, de alors son CV. effectivement, je vois que Christelle se marre. Ce qu'on attend. Non, mais je m'étais focusée sur cette question-là, pardon. Je suis désolée, je me marre. Bon, ceux qui me connaissent savent que je me marre. Ce qu'on attend, nous, en tant qu'RH, on attend plutôt, et c'est pas très juste hein, de la part de jeunes qui sont en stage, mais ce qu'on attend beaucoup, c'est de la motivation, c'est la capacité, c'est aussi des gens, pour les jeunes, alors ça pour le coup c'est très juste, hein, des gens qui ont compris les fondamentaux du travail. Alors les fondamentaux du travail, ça peut paraître bête hein, ce que je dis, mais c'est arriver en l'heure, faire entre guillemets de son mieux ce qu'on nous demande avec les moyens qu'on nous donne. C'est respecter les règles élémentaires d'information avec ses collègues, avec son supérieur, c'est être voilà, dans un rapport, je dirais, de travail collaboratif classique. Donc, ce qu'on attend, c'est un minimum déjà de maturité professionnelle. La maturité professionnelle, c'est un terme que vous pouvez employer en entretien et puis vous pouvez dire, moi je suis quelqu'un de très mature, je suis quelqu'un de très responsable. Vous pouvez donner des exemples. Vous savez, si vous m'écoutez de temps en temps, vous savez que j'ai l'obsession du souvenir parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à convaincre en entretien. Donc, donner un souvenir d'un projet que vous avez mené à plusieurs et dont vous avez pris le lead, vous êtes engagé sur les délais, vous avez montré votre fiabilité, etc. Ça, c'est des choses qu'on va beaucoup rechercher en tant qu'RH et on va beaucoup rechercher aussi la motivation. Alors, souvent, on a des personnes en face de nous qui sont motivées pour travailler. Alors ça, on le voit, hein, être motivé pour travailler, c'est super, mais c'est terrible, mais ça n'est pas suffisant. Si on fait l'analogie, Christelle, elle l'a fait souvent et moi je la faisais aussi quand je donnais des cours. Si on fait l'analogie avec le fait d'avoir envie d'être dans une relation de couple, eh bien, dire à quelqu'un, tu sais, j'ai très envie d'être en couple, ça me plairait bien si ça pouvait être éventuellement toi. Mais pourquoi pas toi et pourquoi pas une autre, hein, après tout. Finalement, moi, ce que je veux surtout être en couple, vous voyez que c'est pas très porteur. C'est-à-dire que l'autre a envie de savoir pourquoi c'est lui. Donc, dans la motivation, vous allez dire à une femme ou à un homme, hein, peu importe, bah voilà, je trouve que tu es extraordinaire, je trouve que c'est fantastique la manière dont tu te comportes, dont tu évolues, dont tu parles. Voilà, je te trouve merveilleux ou je te trouve merveilleuse. Et si on pouvait ne serait-ce qu'aller dîner ensemble, ce serait déjà exceptionnel. Voilà. Alors là, tout de suite, on a davantage envie. Pourquoi? Bien parce que la motivation porte véritablement sur la personne, sur l'objet recherché. En l'occurrence, ici, c'est un stage. Donc, ce que vous devez avoir quand vous arrivez en entretien, le recruteur, ce qu'il veut voir, c'est la passion pour le poste, la passion pour le stage, mais pas n'importe lequel, celui qu'il propose. Voilà, ça, c'est très important d'arriver avec ça. Et cette motivation-là, eh bien, elle se réfléchit et elle se conditionne. Donc, avant chaque entretien, Jules Roméo, je vous propose de prendre le temps de regarder des... Florence, ton micro a été coupé pendant que tu parlais. Tu t'es toi-même coupé le Ah bah sifflet. voilà, et ben alors du coup, je vais peut-être arrêter, du coup il est 54, qu'est-ce que je disais Bah, quand ça s'est non, coupé? tu disais qu'il fallait, à Jules Roméo, qu'il fallait qu'il se renseigne beaucoup sur Voilà, l'entreprise. Moi, avant de passer la parole à Vincent, j'aurais rajouté, Florence, si tu étais évidemment. d'accord, ça s'adresse à tous les jeunes qui nous écoutent. Hem, Mettez en avant votre présence sur les réseaux sociaux. Sachez qu'aujourd'hui, les recruteurs à compétences égales, profil égal, vont rechercher des ambassadeurs, vont rechercher des gens qui vont communiquer en leur nom. Et tous les jeunes, même si vous n'avez aucune expérience, par contre, il y a un truc que vous maîtrisez, c'est les réseaux sociaux. Montrez-leur qui vous êtes sur LinkedIn, montrez-leur que vous êtes capable de faire des commentaires, des super posts, que vous êtes capable d'avoir une communauté derrière vous, parce que vous êtes le meilleur ambassadeur d'une entreprise et il y a des ambassadeurs très jeunes qui mettent en avant les marques employeurs des entreprises et ça a de la valeur même quand on a zéro expérience. Jules Roméo, je vous souhaite bonne chance. Je vous invite à sortir de scène. Il nous reste juste 5 minutes. Vincent, est-ce que quelle était votre question, pardon, Vincent? Bonsoir Christelle, bonsoir Florence et bonsoir tout le monde. Merci de m'accueillir.
Bonsoir. Bonsoir, Je Vincent. suis consultant formateur en management en relations humaines et un client me demande, on va dire, une situation particulière pour moi. Il souhaite une formation de tutorat pour les contrats d'apprentissage. Alors, bon, pour moi, en termes de management, ça devait être la même chose. Par contre, je voulais savoir en termes de RH, est-ce qu'il y a on va dire, des freins au suivi quotidien en tant que management par rapport justement à l'apprentissage de ces jeunes? Florence, je te laisse répondre en tant Ouais. qu'ancienne Bonjour Vincent. DRH. Vincent, je suis pas sûre d'avoir bien compris ta question. Tu peux alors on se tutoie, hein, Vincent, hein? On est Oui, bien d'accord, sûr, hein? Florence, il y a aucun souci. Ouais, on s'est fait ça, on s'est dit ça en commentaire. Repose-moi ta question, je suis pas sûre d'avoir compris, excuse-moi. Oui, en fait, j'ai donc un Un dirigeant client qui de demande, OK, TPE, une c'est ça, formation en un dirigeant de tutorat, TPE ça c'est bon. qui Et a quel est recruté ouais, 2 alternants, enfin ouais, OK, deux petits jeunes, là, très 2 bien. apprentis, Mmh, et il souhaite une formation de tutorat ouais, pour ses apprentis. parfait. Mmh. Est-ce que donc il y aura un problème en termes de RH, enfin qui va différencier par rapport à un management Ah habituel, d'accord, de OK. Quelle va être collaborateurs? la différence finalement entre la formation en tutorat et la formation en management? C'est ça C'est ça. ce dont tu as besoin. Le tutorat, en fait, il va falloir, faire un suivi, plus important au niveau du tuteur et avoir un projet dans ta formation quand tu vas la monter. Tu vas monter une formation qui va accompagner le projet pédagogique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pour le tuteur qu'il comprenne quelle est la formation qui est suivie, en fait, par les jeunes alternants. Donc il faut Mmh. qu'ils regardent, c'est les synopsis et puis les référentiels. Après, ça dépend, en général, ce sont des référentiels. Il faut qu'ils regardent les compétences que les jeunes doivent acquérir et il doit construire en interne un projet, professionnel qui permette de compléter, en fait, l'acquisition de ces compétences. Tu vois? Ça, c'est vraiment très important. C'est un D'accord. point, fondamental. Derrière, il faut prévoir, un suivi justement sur la base de ce référentiel de compétences et de mettre en place les actions des actions, hein, évidemment professionnelles, en face de chaque compétence, de manière à voir comment le jeune se comporte. Et ce qui va être très important pour toi quand tu vas monter la formation, c'est, et je vais vous le faire en une demi-seconde, c'est d'expliquer le cycle d'acquisition des compétences. C'est vrai chez l'adulte, c'est encore plus vrai chez les jeunes. C'est un cycle qu'il vaut mieux respecter. Le premier, c'est le savoir. Voilà, par exemple, imaginez que vous apprenez à nager à quelqu'un, ok? Et ben vous Mmh. allez lui expliquer que si l'eau est à mi-cuisse, il peut pas se noyer et que la loi d'Archimède lui permet de flotter, il ne peut pas se noyer non plus s'il se met en planche. La première chose, c'est le savoir. Ensuite, c'est je montre. Deuxième étape, c'est montrer. Donc l'autre regarde, pendant qu'on fait, on apprend en regardant. Troisième étape, c'est on fait ensemble. Et toi, dans ton programme de tutorat, c'est ça que tu dois transmettre à tes tuteurs. On fait Bien sûr. ensemble, d'abord un petit peu, et puis ensuite dans des proportions qui sont différentes et inversées. Ensuite, on fait faire, c'est-à-dire que on laisse le jeune faire et on l'observe faire et on lui fait des feedbacks, ce qu'on appelle des feedbacks, soit de renforcement, soit de développement pour lui dire ça c'est bien, ça tu dois le changer, de manière à le faire progresser. Et la cinquième étape du développement des compétences, c'est laisser faire. C'est-à-dire que maintenant, tu peux partir en mer et quand il pleut et quand il y a des grosses vagues, et puis tu sais nager, donc tu vas nager dans différentes situations, quand l'eau est froide, quand l'eau est chaude, peu importe. Ça n'a pas d'importance, voire faire de la plongée. Donc laisser faire, c'est laisser en autonomie. Donc voilà, ça sont les deux choses qu'il faut faire en formation pour des formations de tuteurs. Eh J'ai ben, bien super. répondu? Merci, Florence. Super. Avec Merci plaisir. Florence. Alors on arrive à la fin. Je voulais laisser un petit mot pour la fin pour Ornella. Je suis désolée, sinon la semaine prochaine, si vous voulez prendre la parole, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro, Ornella? Apparemment, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, eh bien, il nous reste 1 minute. Florence, tu veux dire un petit mot pour la fin? Écoute, je crois que c'était bien. Mais Comme ça, j'espère. peut-être que les auditeurs peuvent nous dire s'ils ont apprécié le fait qu'on laisse la liberté au niveau des sujets et qu'on puisse adresser voilà, tous les sujets de manière libre, aussi bien pour les candidats, les collaborateurs ou les professionnels, comme on a là avec Vincent par exemple.
Oui, en effet, si vous pouvez nous mettre dans les commentaires liés au live, là, je ne sais pas si on m'entend parce que normalement le live est terminé, nous mettre en commentaire si ça vous va quand le sujet est libre ou si vous préférez les sujets spécifiques parce qu'on se pose des vraies questions avec Florence. Merci à tous. Désolée pour les petits bugs techniques et les problèmes de son et on vous dit à la semaine Merci prochaine. infiniment, Bon à la semaine dimanche. prochaine, au revoir. Et mettez-moi en commentaire sur mon dernier post les sujets que vous voulez voir traités, les problèmes que vous avez eus, les difficultés rencontrées ou ce que vous avez aimé. À bientôt!